Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Human Coders. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Eric Burel. On avait fait déjà un épisode sur State of AI et aujourd'hui, on va parler de State of Dev, le petit frère ou la petite sœur de State of AI. Donc, on va parler des développeurs et je serai accompagné de Mathieu Segré, comme d'habitude, pour cet épisode. Bonjour à vous deux. Salut. Écoute, peut-être tu peux réexpliquer un petit peu ce que c'est la série State of Dev. Avant tout, pour te présenter, t'es formateur Astro et Next pour Human Coders. Donc tu fais des formations de quelques jours sur ces deux technos. Et du coup, voilà, peut-être est-ce que tu peux démarrer par nous expliquer ce que c'est State of Dev? Ouais, ça marche. Donc moi, je suis Eric Burel, je suis contributeur de ces enquêtes qui sont des enquêtes open source. Et en fait, elles ont été créées par Sacha Greff, qui est aussi un développeur français expatrié au Japon et donc qui travaille sur toute une série d'enquêtes, en fait, parce qu'elle fait partie d'une série. Notamment, la plus connue, c'est le State of JavaScript, parce que c'est la plus ancienne. Mais vous avez aussi State of CSS, HTML, React, GraphQL. On a parlé dans le podcast la dernière fois de WebDev AI, donc vraiment l'IA pour les développeurs web. Et donc State of Dev, c'est le tout dernier, c'est la toute dernière enquête. Donc moi, je suis en charge de vraiment développer plutôt le formulaire qu'on remplit chaque année, qui reçoit un peu de trafic. C'est une application Next. Tout est open source, encore une fois. Vous pouvez vraiment creuser le code. C'est même utilisé par d'autres enquêtes qui ne sont pas gérées par notre collectif Devographics, comme le State of React Native, qui est géré par une entreprise polonaise qui est très connue dans le domaine. Donc voilà, c'est toute une série comme ça, et le State of Dev, c'est un peu effectivement la dernière mouture qui parle de tout sauf de code, c'est-à-dire qui parle de nous, développeurs. Donc c'était assez audacieux de la part de Sacha de proposer ce thème, et en même temps, ça a très bien marché, donc je suis assez content de pouvoir vous présenter les résultats aujourd'hui. Ouais, écoute, je suis très impatient qu'on balaye les stats. On va parler des entreprises dans lesquelles ils bossent, ils ou elles travaillent, de leur statut, de leur âge, des technos qu'ils utilisent, vraiment plein de stats sur les devs. Et je trouve que ça donne une très bonne image du marché actuel et des réseaux sociaux qu'ils utilisent. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs qui sont super intéressants. Du coup, voilà, je peux te laisser dérouler comme la dernière fois les stats que tu trouves intéressantes et on va les commenter ensemble si tu veux bien. Ouais, ça marche. Déjà, on peut attaquer par le nombre de répondants. On est quand même à 8700 répondants. Donc, pour une enquête, c'est pas mal. Quand on fait un State of JS, si on est à 10-15 000, par exemple, sur une enquête, sur une techno, on est assez content. Et on est plus autour de 2 à 5 000 pour une première enquête. Donc, 8 000, ça montre en fait, ça traduit vraiment un intérêt des développeurs pour une réflexion sur leur propre rôle, en fait, sur eux-mêmes. Donc déjà, ça fait très plaisir. Et ensuite, on attaque toujours par la démographie pour situer un peu qui sont les personnes qui nous répondent. Parce que c'est une enquête ouverte, donc c'est pas un échantillon statistique où on contrôle toute la démographie, tout le monde peut répondre. Donc c'est important de voir un peu qui a répondu. Donc on reste quand même sur une majorité, on va dire, de répondants américains et européens ou occidentaux globalement, hein, et comme ça on a un peu une répartition des chiffres par pays. Ce qui est intéressant sur cette enquête, c'est on est loin de 50% de répondants, donc femmes et non binaires. On n'est pas à la parité du tout. Mais en fait, relativement aux enquêtes, aux résultats qu'on a habituellement, c'est beaucoup mieux. Pour beaucoup d'enquêtes, malheureusement, on est sous la barre des 5% de répondantes ou de répondants non binaires. Là, on est à 18%, donc on est quand même sur quelque chose qui est un peu plus rééquilibré. Donc ça fait plaisir, on espère que ça puisse créer une dynamique pour avoir un peu une remontée sur cette statistique sur d'autres enquêtes. Voilà, au niveau du genre, alors je précise qu'on pose des questions d'ethnicité parce qu'on n'est pas partout en fait, sauf en France, où c'est France et en Allemagne, où c'est les deux seuls pays où c'est interdit. Donc on le pose ailleurs où on peut. Hein, c'est une optique qui est toujours un peu une approche un peu américaine en fait de ce type de statistiques. Donc voilà, ça donne un peu la répartition. Ça reste assez homogène sur les répondants, donc je préfère le préciser en termes de biais, de perception. Voilà, c'est
c'est le développeur moyen qui nous répond, voilà, on a sa démographie un peu détaillée. Donc ça permet de situer aussi qui sont les personnes qui nous répondent. On a été sur des questions en fait beaucoup plus personnelles sur cette enquête, donc vous avez aussi le statut en couple. Il y a 13 personnes qui ont souhaité préciser qu'elles étaient pas juste seules mais bien divorcées. Peut-être, bon voilà. On a le nombre d'enfants en fait sur la démographie aussi, donc on a beaucoup de répondants quand même sans enfants. J'ai pas fait le lien avec l'âge, ça peut être lié aussi à l'âge qui nous répond. Si par exemple c'est indiqué ici. Donc on a une comparaison avec l'âge un peu plus détaillé sur la distribution. Donc on a des répondants quand même en dessous de 50 ans, on a beaucoup de répondants entre 30 et 40 ans ici. Donc ça peut jouer aussi là-dessus. Donc on remarque que le ou la développeuse moyen est en couple mais sans enfant. C'est à peu près c'est les deux traits qui ressortaient assez majoritairement. Ouais, en tout cas, voilà, toujours plutôt, je dirais, ceux qui nous répondent. Ça veut pas forcément, c'est pas forcément une conclusion, ça reste quand même la démographie de nos répondants, mais ça permet à des gens qui vont faire des études peut-être un peu plus poussées sur l'enquête, de savoir ce qu'il en est en fait en termes de démographie. Du coup, voilà, ça c'est pour poser un peu les bases. Et ensuite, on attaque sur des questions très concrètes. On parle de dev sous-entendu professionnel dans un contexte d'utilisation quand même en entreprise ou en tant que freelance, enfin bref, professionnel. Du coup, on situe un peu les niveaux d'expérience des gens qui nous répondent. On commence à vieillir tout doucement. Les enquêtes, ça fait State of JavaScript, elles vont avoir 10 ans l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Moi, j'étais à peine diplômé au moment où elles ont été lancées. Donc, on a aussi des répondants qui nous suivent. Donc, on a cette moyenne, principalement, on va dire, entre 5 et 15 ans d'expérience. On a la majorité des répondants. Pour situer. Donc, on est quand même sur des devs qui sont devs depuis un certain temps, donc qui ont aussi pas mal de recul sur leur vie en entreprise. On a beaucoup de gens qui sont diplômés, mais aussi des gens qui sont pas diplômés du supérieur ou dans un champ qui n'est pas celui de l'informatique, donc qui sont en reconversion typiquement. C'est à peu près moite-moite ici. C'est pour les gens qui nous écoutent, mais voilà, c'est à peu près. Il y a 56% des gens qui ont fait des études dans le sujet, et les autres, ils ont soit pas fait d'études, soit pas dans le sujet. Donc pas mal d'autodidactes au final. Nos devs, ils aiment bien passer d'une entreprise à l'autre. On a quand même 4 employeurs en moyenne. Je pense que ça traduit quand même bien un vécu de beaucoup de développeurs. On en a même une grosse proportion, 17%, qui vont être entre 6 et 10 employeurs, donc qui ont vraiment testé quand même beaucoup de choses. Et on se rend compte que si on compte par exemple des missions courtes aussi, quand on est freelance ou des choses comme ça, effectivement, on a une tendance à découvrir beaucoup d'entreprises dans sa carrière. C'était assez intéressant. Pareil, on reste dans des stats qui nous permettent de comprendre un peu qui sont nos répondants avant de savoir ce qu'ils pensent. Mais on a beaucoup d'employés d'entreprise et on a 20% de freelance environ. Et ensuite, on a des fondateurs, des étudiants ou des gens en recherche d'emploi. Même quelques retraités qui nous ont répondu. On a une quarantaine de retraités passionnés de code qui continuent après. Moi, j'irai à la pêche, je vous préviens. Je compte pas toucher un ordinateur après, mais je vous félicite si vous maintenez votre statut de développeur. Là, on met vraiment les pieds dans le plat. C'est encore une fois ce que j'apprécie énormément dans cette enquête, c'est que voilà, on y va. Donc, on va parler là des problèmes en fait sur le lieu de travail et qui peuvent être mises en relation aussi avec les autres statistiques qu'on collecte. Donc par exemple, là, on a ce pourcentage, 26% de différence en pourcentage entre les hommes et les femmes et non-binaires, les répondants femmes et non-binaires, qui ont reporté une discrimination au fil de leur carrière en tout cas dans les réponses à l'enquête. Donc on a quand même une corrélation indéniable, par exemple, sur cette question du genre et des problématiques de discrimination qu'on peut rencontrer au boulot. Si on prend vraiment le top 3 sur les problèmes, les développeurs, vous avez tendance à vous plaindre de votre management. On a beaucoup de statistiques de burn-out. C'est énorme, hein.
62% des répondants, alors c'est qui ont eu, eux, personnellement un burn-out ou qui ont été confrontés à un burn-out dans leur, Alors a priori, c'est, est-ce que toi, en tant que développeur, tu l'as vécu, dans ta carrière? OK. Donc on a quand même un assez fort taux de personnes, alors c'est pas forcément, d'un point de vue médicalisé, mais de personnes qui se sont senties en burn-out ou peut-être qui se sont approchées de ce point de rupture, pas forcément qui ont été jusqu'au bout, peut-être qui ont changé justement d'employeur ou de façon de travailler, mais qui en tout cas ont été concernés personnellement par le problème. Donc c'est vrai, c'est des stats hyper élevés, hein. On est à Ouais, c'est 63% pour très le fort, hein. management, 62% pour le burn-out et 57% plus globalement sur des problèmes d'équilibre vie-travail. En fait, ouais, c'est pas négligeable. Et après, on reste dans les 40% sur salaire considéré comme trop faible, problème de santé mentale et insécurité de l'emploi. D'ailleurs, peut-être que je peux faire, une petite parenthèse sur le fait qu'on a fait le dernier répondeur, en fait, Human Coders sur justement l'équilibre vie pro perso, et on a eu plus d'une dizaine de retours de développeurs et développeuses et que ce soit eux personnellement ou leur entourage, on voit quand même que le côté, workaholic ou burn-out ou enfin, on voit qu'il y a vraiment un problème de séparation, entre les 2, et pour des raisons extérieures ou intérieures, mais c'est un vrai sujet dont on entend pas mal parler. Ouais. Ouais, c'est assez impressionnant, donc probablement quand même un point de l'enquête à prendre en compte dans les statistiques du management. Et je pense que c'est important aussi face à ces problèmes, de pas se sentir isolé, parce que souvent c'est quelque chose qui nous touche personnellement, mais pas forcément toute l'équipe au même moment. Enfin, bad management, souvent c'est des problèmes qui vont être par équipe, mais burn-out, équilibre vie privée du coup et vie professionnelle, ça, on a toujours l'impression que c'est perso en fait. Et les statistiques nous disent qu'on n'est pas du tout, pas du tout. Donc c'est pareil, là il y a une mise en corrélation entre le genre et les problématiques de recherche d'une solution thérapeutique, hein. Donc j'imagine psychologue, accompagnement euh, lié à des problèmes au travail. Donc ensuite, pour rester dans l'ambiance, on continue sur les problématiques de discrimination, hein, pour être plus explicite sur ces problèmes-là. Heureusement, on va dire, on a des statistiques qui sont plus faibles, mais quand même avec des réponses, des pourcentages qui restent assez élevés parmi nos répondants. On a 12% des répondants qui nous parlent de discrimination liée à l'âge, 11% qui nous parlent de discrimination liée au genre ou l'identité de genre. Ça nous fait 800 répondants, en gros, sur l'enquête, hein, sur nos 8000 répondants. Et 6% sur le handicap, qui est pourtant quelque chose qui est quand même extrêmement travaillé dans les entreprises. Bon, on le sait, dans le domaine de la formation, par exemple, c'est hyper cadré, l'accueil aux participants aux formations handicapés. On a vraiment un enjeu de les accueillir et de tout mettre en œuvre pour trouver des solutions. C'est assez dingue de voir plus de 5%, voire plus de 10% sur ces discriminations, quoi. Ouais, je sais pas si tu le cumul des gens qui ont été discriminés, mais c'est énorme, quoi, au total. Attention, il y en a 70% qui l'ont pas été, donc 30% qui se sont sentis au moins une fois discriminés dans leur vie, quoi. Voilà, on n'a pas de décompte par personne. Souvent, il y a un croisement, hein, de ces discriminations, ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Donc voilà, on peut dire effectivement 30% des répondants ont été dans au moins une de ces cases. Donc voilà, c'est des problèmes, si on écoute les gens, de leur point de vue, c'est des problèmes à prendre en compte quand même en entreprise, vis-à-vis des développeurs en tout cas. Donc tout ça, ensuite, si on le prend en termes de conséquences, il va y avoir des réactions, des stratégies qui sont mises en place pour s'en sortir quand même dans ce contexte professionnel. Donc on a quelques statistiques sur les différentes stratégies. On a beaucoup de stratégies d'évitement en fait, de confrontation qui vont être évitées, mais qui du coup vont réduire les relations avec les collègues. On a 34% des répondants qui vont éviter leurs collègues dans des situations difficiles en entreprise. 32% qui vont se sentir résignés et 26% qui vont essayer de changer d'approche. Et si on prend la dernière stat, au-delà de 20% qui vont chercher une solution thérapeutique en accompagnement pour faire face à ce problème. Et aller rapporter le problème au RH n'est que à 16% des répondants. Ils tombent qu'en septième en fait dans les solutions qui sont prises. Donc il y a, ouais, je sais pas ce que ça traduit, hein, mais un manque peut-être d'interaction avec les RH qui sont Bah, censés gérer le ce problème. management avait l'air d'être vachement remis en cause et du coup, peut-être que la partie RH est parfois incluse dans la partie management et du coup, ils sont peut-être, en partie la source du problème ou en tout cas des alliés du problème ou Ouais.
Ouais, effectivement. Donc ça, c'est assez dommage. On aimerait bien voir, voilà, rapporter l'issue au RH, trouver une solution plutôt en premier. Elles sont pas forcément dans le bon ordre, hein. On a prendre des médicaments qui passent avant aller voir ses RH en fait, typiquement, ce qui est quand même pas souhaitable. Enfin voilà. Euh, donc voilà. Bon, c'est une section assez négative, hein, clairement. C'est-à-dire qu'on a voulu, enfin Sacha, en concevant l'enquête, a voulu aller vraiment clairement adresser les problèmes. Évidemment, après, on aura des choses un peu plus amusantes et joyeuses, mais c'est important d'avoir quand même ces stats, ces problèmes. Ouais, on rentre dans le dur tout de suite là, mais, Ouais. non, mais c'est super important de les relever, c'est capital et honnêtement, je pensais pas que c'était si fort. Je m'attendais à des chiffres un peu costauds, mais pas autant, et c'est trop bien de les relever. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et donc, bon, on a les fameuses. Ça a été beaucoup discuté en fait autour de 2022. Hein, on a eu des grosses vagues de licenciements en fait dans des grandes startups. Après, un peu plus loin, en fait, on a un retour de Josh Como qui nous dit bon, ok, c'est un problème réel, mais moins que ce qu'on pourrait penser statistiquement. Donc, en gros, il y a eu une grosse vague en 2022. On ne connaît pas exactement les causes. Hein, il y a eu un petit recul de croissance. Pour l'anecdote assez technique, en fait, moi je fais aussi du financement de la R&D, donc dispositif, crédit impôt recherche, etc. Et les Américains, en fait, ont un système fiscal comparable qui est le leur, qui fonctionne un peu différemment. Mais en fait, il y a eu des gros changements dans la fiscalité des développements informatiques. C'est-à-dire que, pour faire simple, il fallait amortir les développements informatiques, comme si c'était un investissement. Et en gros, très concrètement, ça veut dire que le salaire que tu payes à un développeur, tu peux pas le déduire de tes revenus, donc tu dois payer un max d'impôts dessus, en fait, directement, même si ton projet informatique échoue. Et donc ça tue complètement toute l'innovation, ça tue tous les projets à risque de développement informatique, et ça démotive en fait le développement informatique sur, notamment sur les territoires où les salaires sont élevés, donc États-Unis, Europe de l'Ouest. Et ça explique en fait, c'est des causes voilà, qui peuvent expliquer cette crise qu'on subit à retardement aujourd'hui, probablement en France en 2024-2025. Donc c'était quand même un sujet un peu technique, je pense, qui mérite d'être creusé. Et on le retrouve un peu dans les statistiques, avec 8% du coup de développeurs renvoyés dans les 12 derniers mois et 23% précédemment dans une entreprise. Voilà, c'était la pause technique. Ouais, non, c'était super intéressant. Merci pour l'explication. Du financement américain. Ensuite, bon, ça, on va pas détailler, mais je vous invite à aller lire en visitant l'enquête. On a des interventions de 4 développeurs et développeuses qui nous donnent un peu leur avis sur cette enquête. Donc, par exemple, on a celui de Lola ou de Lola, par exemple, qui nous parle de la discrimination, voilà, qui nous donne un avis un peu plus poussé sur les enquêtes. Donc ça, je vous invite vraiment à aller lire le retour de chacun, c'est assez instructif. Voilà, donc tout ça, c'était la carrière. La carrière, elle se passe dans un environnement de travail. Donc on a des statistiques aussi sur un peu quelles sont la taille des entreprises dans lesquelles les développeurs travaillent, quel est leur boulot, leur salaire, comment ça évolue, etc., etc. Donc des stats un peu RH justement. Qui nous donne un peu de recul là-dessus. Donc bonne nouvelle, si vous travaillez dans une grande entreprise de plus de 1000 employés, on a 66% des répondants qui ont vu leur revenu augmenter. Ah, première bonne nouvelle de l'enquête. Voilà. À tempérer, alors ma compagne est économiste, alors j'ai toujours un point de vue hyper précis là-dessus, qu'il faudrait rapprocher de l'inflation qui est monstrueuse. Donc il faudrait voir si ça a été une augmentation qui couvre l'augmentation du coût de la vie, tout simplement. Mais au moins, ça a augmenté. Si ça avait diminué, là, ça aurait été vraiment une mauvaise nouvelle. Donc effectivement, un peu de positif. Bon, là, on revient des stats démographiques, hein, on a des tailles d'entreprises, des répondants. On a quand même 25% dans des entreprises de plus de 1000 employés, c'est-à-dire que on a toujours ce rapport entre peu de grandes entreprises mais qui sont de gros employeurs. En France, si je situe, je sais pas si vous avez la stat, mais en gros, on a 50% des personnes qui travaillent dans une TPE ou en tant qu'indépendant ou une PME, 50% qui travaillent dans une grande entreprise.
Mais en fait, les petites entreprises, c'est 95% des entreprises. La majorité des entreprises en France sont des PME, en fait. Donc voilà, on a un peu, en fait, deux mondes, finalement, si je résume. 50% des gens qui sont dans le monde petit et 50% qui sont dans le monde grand. Et ça se retrouve un peu... Alors, ils sont un peu sous-représentés, les grandes entreprises, dans nos répondants. On a peut-être beaucoup de freelance, je pense. On a 5% de gens qui sont tout seuls, ou 2 à 5, donc dans une TPE de développement, peut-être à 10% comme ça. Mais ça nous permet de situer ça. Alors, Sacha a fait un article assez marrant, assez détaillé sur les corrélations statistiques, en fait, avec cette stat. On a 44 000 $ de différence de salaire annuel entre un développeur qui va se dire ingénieur et un développeur qui va se dire développeur. Donc il en a conclu, changez vite votre profil LinkedIn et marquez ingénieur. Surtout en anglais, où ingénieur ne signifie pas forcément ingénieur diplômé d'une école d'ingénieur. Hein. Ça peut être aussi synonyme de quelqu'un qui est plus technicien, en fait. Voilà. Donc ça coûte pas cher, quoi. Et ça rapporte beaucoup. Pensez-y. Non, voilà, c'est une corrélation, en fait. A priori, ce serait plutôt des personnes qui sont en grande entreprise, qui vont adopter ces titres un peu plus élaborés, et donc qui sont effectivement à des postes plus rémunérateurs, mais parce que les titres, en fait, sont plus sophistiqués dans ces grandes sociétés avec qui ont des plus hautes grilles de salaire. Donc voilà, on a cette répartition, un peu ce wording entre software engineer, développeur, senior, engineer. Senior, c'est un bonus, on n'a pas calculé combien ça rapporte. Vous avez des petits onglets dans l'enquête qui vous permettent de rapporter ça, le titre au salaire. Donc CTO, c'est de la bombe. Hein, directeur de l'ingénierie, vous êtes en PME, vous êtes tout seul, considérez-vous comme le directeur. Il n'y a pas de raison. Ça vous rapportera un salaire médian de 125 000 $ par an quand même. Donc ça sera pas... Voilà. Comment ça se fait qu'il y en a plusieurs qui ont le même salaire médian? On a une centaine de répondants sur chaque, donc ouais, je pense que c'est parce qu'on a une grille qui est pas hyper précise. Ah oui, c'est ça. C'est pas un champ libre, on n'a pas demandé le salaire en champ libre, en fait, on a des échelles. Donc voilà. On est sur des salaires quand même assez élevés sur les répondants. Je rappelle qu'on a des répondants américains beaucoup, donc qui distordent un peu cette grille de salaire au niveau de la lecture. Parce que là, dans la fourchette, de ce que je vois, ça va de 50 000 $ par an à 125 000, en fait. Ouais. Donc c'est assez large. À Montpellier, c'est bien 50 000 $. Voilà. Ouais. Ça représente pas les salaires français ou européens, par exemple, ni le coût de la vie, hein, évidemment, qui va avec. Hein, parce que CTO à 125 000 $ à San Francisco, ça peut rester. Bon, je ne vais pas caricaturer, mais ça peut rester difficile de payer le loyer, quoi. Sans faire 1 heure de trajet le matin. Donc voilà, justement, on a cette différence entre les US et le reste du monde de 70 000 $ en moyenne, donc qui est assez colossal. Voilà, et là, on a des stats un peu plus descriptives des salaires médians, justement, avec ces fourchettes. On a quand même plutôt effectivement une augmentation de salaire. On n'a que 9% des répondants qui observent une baisse de revenus. On a 35% qui ont stagné. Encore une fois, stagner, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Il y a eu beaucoup d'inflation dans les pays des répondants. Donc ça veut dire que on n'augmente pas les salaires et le coût de la vie augmente, ce qui est quand même une constante à laquelle on est en train de s'habituer pour le moment un peu partout. Bon, faut pas être pessimiste parce que souvent c'est conjoncturel, c'est-à-dire ça dure 3 ans et puis ça repart dans l'autre sens 3 ans après. C'est des cycles, hein. Donc faut rester positif et espérer des augmentations à l'avenir. On a une médiane de 4 envois de candidature avant de trouver un emploi, ce qui je trouve est quand même assez peu par rapport au feedback qu'on peut avoir. Ouais. Parce que je connais pas bien le marché aux États-Unis, même si j'imagine qu'il y a eu aussi des difficultés. Ça a été pas mal médiatisé sur le fait que les GAFAM ont licencié, mais je me pose la question aux États-Unis. Enfin voilà, est-ce que c'est toujours aussi facile de trouver du travail ou presque toujours aussi facile? Est-ce qu'on peut voir qu'en France, il y a quand même une petite diff entre en ce moment où c'est quand même un peu plus dur qu'il y a 5 ans par exemple. Ouais. Ouais, on a l'impression d'un effet de latence, hein, c'est-à-dire qu'on vit à peu près le même phénomène pour des raisons assez proches, avec un retardement de 2 ans. Donc voilà, alors après ça repart. Alors il y a eu des politiques qui ont été favorables à la reprise, c'est-à-dire que, bon, j'ai fait un post LinkedIn un peu détaillé, parce qu'encore une fois c'est assez technique, mais ce dont je vous parlais par rapport à la fiscalité qui avait créé une crise, ça a été réinversé très récemment.
Bon, il y a des raisons politiques, hein. C'était fait, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une loi celle de 2022 a été faite pour pénaliser un certain dirigeant, et celle de 2025 inverse la voile pour le moment. Enfin, c'est des subtilités de délai d'application. Mais en résumé, ça repart un peu aux US parce qu'il y a une politique aussi gouvernementale qui est favorable à ce développement, qui n'est pas forcément l'optique en France où on a quand même taclé, par exemple, le crédit impôt innovation qui finançait beaucoup de startups et beaucoup de développement informatique innovant, en fait, qui était éligible à ce dispositif. Il a pris un petit coup au dernier budget. C'est le genre de choses qui impactent les startups. Donc, qui impacte les startups impacte peut-être d'autres pans de l'économie ensuite à retardement. Donc voilà, il faut voir comment ça va évoluer aussi au niveau institutionnel. On est quand même un peu lié à ça, on peut pas s'en départir, qu'on le veuille ou non, quoi. Donc bon, on verra. Maintenant, si ça repart aux États-Unis 2 ans après, il n'y a pas de raison que ça reparte pas ici 2 ans après. Voilà, donc ça, on a aussi des statistiques sur la recherche d'emploi. Je pense que c'est très bien quand même pour tous les développeurs qui sortent d'une reconversion ou qui sont en train de changer d'emploi, de se référer un peu à ces stats sur les modes de recherche d'emploi. On a 30% de réseau personnel quand même qui est mobilisé par les répondants. 20% d'envoi de candidature directe, ça reste les techniques qui marchent le mieux. Puis après, LinkedIn, recruteur, job board, etc. Voilà, on a un peu de télétravail. Alors les télétravailleurs sont un tout petit peu plus contents. Ils sont 0,7 points plus contents sur une échelle de 1 à 5. Parce qu'on sait que c'est aussi beaucoup discuté sur le retour en arrière par rapport à trop de remote. Bon, moi je me dis qu'on trouve peut-être un équilibre. On a beaucoup de 38% quand même de répondants qui font de l'hybride, en fait, tout simplement. Un temps pour leur travail en équipe, un temps pour le travail chez soi dans des conditions différentes, un peu plus flexibles. Moi, je trouve ça pas mal à titre personnel, même si je suis plutôt dans la catégorie quasiment exclusivement remote dans les 24% de ces répondants. Très curieux de savoir, enfin forcément il y a eu un impact du Covid comme en France et à l'étranger, mais le avant-après Covid, enfin c'est quoi la diff? C'est parce que en France c'est vraiment, enfin quand je parle moi autour de moi des développeurs, c'est aujourd'hui ils sont principalement en hybride et c'est fou quoi, parce qu'avant ils bossaient vraiment rarement en remote, ouais. On l'a beaucoup vu aussi pour les formations dans le cadre de Human Coders, c'est que du coup, avant Covid, on faisait jamais de formation à distance. Pendant le Covid, du coup, c'est devenu notre format principal et j'étais assez convaincu que ça allait revenir comme avant. Et en fait, non, on continue à encore régulièrement donner. Ça reste un format qui est vraiment apprécié et je pensais pas que ça resterait. Ça a vraiment changé les habitudes. Ouais, exactement. T'as eu un tour remote un peu forcé, mais effectivement, on revient en arrière qu'à moitié, on va dire, que partiellement. Pourquoi pas, hein, si ça peut être moteur d'innovation et qu'on en tire quelque chose de positif et un fonctionnement qui convient à tout le monde, c'est quand même assez cool. Au niveau des heures de travail, on a une moyenne de 39 heures sur les répondants. Et on a quand même des gros bosseurs. On a les répondants indiens qui nous expliquent faire 45 heures en médiane par semaine, ce qui est quand même pas mal. Et on est autour de 40 heures. Bon, encore une fois, on a beaucoup de répondants américains, donc je pense qu'on est sur la norme. Beaucoup de répondants dans d'autres pays européens, on est aux 39 heures, c'est à peu près la norme ici. Donc voilà, on a 12% qui sont en dessous de 30 heures, donc on peut imaginer du temps partiel pour 12% de nos répondants. Voilà, ce qui a forcément une incidence sur le salaire comme on peut l'imaginer, sauf au-delà de 50 heures. Ah ouais, c'est marrant ça. Ah oui. Ouais, ce qui traduit peut-être une précarité, hein. Voilà, et on l'a aussi par pays, hein, ce qui est un peu intéressant. Bon, c'est assez homogène sur nos répondants occidentaux, on va dire. Même si en France, on fait un peu moins d'heures. On a réussi à être 14e du classement avec 38 heures en moyenne. Je vous félicite, développeurs, vous êtes une heure plus efficace En fait, que il faudrait les regarder autres. les lois locales sur le travail. Ouais. Voilà. Non, vous faites mieux en 1 heure de moins par semaine. Et est-ce que vous êtes content quand même c'est quand même une question un peu fondamentale dans la vie philosophique. Vous êtes 44% à être content et 18% à être super content. Et en moyenne, vous êtes 3,6 sur 5 contents, si on doit mettre un chiffre sur votre bonheur. Donc c'est bien. C'est bien. On a quand même 11% de mécontents, 3% de très mécontents. Donc on a une quinzaine de pourcents
mécontents quand même de leur travail de développeur. J'ai pas les statistiques exactes en France, mais j'avais entendu une étude qui parlait du coup que il y avait quand même, en gros le pourcentage des gens mécontents, tout poste confondu, je parle pas des développeurs, hein, est incroyablement plus élevé si on mélange tous les postes. Enfin, j'ai vraiment l'impression que les développeurs sont globalement quand même plus heureux dans leur travail que dans d'autres professions, de ce que j'ai en tête d'études, en tout cas en France, que j'ai pu entendre. Ouais, effectivement, on n'a pas non plus un grand nombre, sachant que ce mécontentement n'est pas forcément aussi profond, c'est-à-dire c'est pas forcément le métier qui est remis en cause, ça peut être le job autenté, si on le met en relation avec les problèmes qui sont évoqués précédemment. Bon, bah, on a des périodes avec des difficultés, parfois des discriminations, des problèmes RH, donc c'est sûr ça peut être une période difficile. Ensuite, le fait qu'on ait quand même beaucoup de développeurs qui soient contents peut traduire le fait que bah, quand ça va, quoi. On est assez content du métier en lui-même. De développeur. Voilà, ensuite, bah là, c'est la case négocier avec votre employeur. Ce sont tous les avantages au travail, les choses que vous appréciez. Et bah, finalement, on retrouve les mêmes choses qu'en fait les problèmes. C'est-à-dire que on a 71% des répondants qui apprécient en particulier au travail la relation avec les collègues. Ce qu'on peut mettre en rapport avec le fait que quand il y a un conflit, bah, ils évitent leurs collègues et donc ils sont à l'inverse de ce qui leur plaît, quoi. Il y a une réaction qui est complètement inverse. Donc finalement, on est dans un métier qui est qui reste extrêmement humain en fait, extrêmement lié à l'individu, à la relation avec les autres et aussi à l'équilibre personnel avec 63% des répondants qui nous disent que c'est une chose dont ils sont contents dans leur entreprise. Donc on a aussi quand même beaucoup de positifs sur les avantages de l'entreprise avec des grosses statistiques de répondants qui sont satisfaits de ces aspects-là. Voilà, et puis on revient un peu sur les difficultés, alors pas moins personnelles, mais plus en lien avec l'employeur. On a 43% qui ont des difficultés sur le salaire, hein, ça rejoint une stat évoquée précédemment. Et là, quand même, 38% des développeurs qui se plaignent d'un manque de formation et de développement professionnel, d'amélioration de leurs compétences. C'est triste pour nous. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, oui. Mince, quoi. On est là, C'est nous, énorme. pour ça. Ouais, pour ceux qui nous écoutent, pensez que des fois vous pouvez en parler avec vos RH. C'est pas forcément eux qui m'ont proposé de la formation, mais vous pouvez le demander. Il y a il y a plusieurs moyens de financer la formation, et là aussi vous pouvez soit contacter les RH chez vous, soit contacter des centres qui peuvent vous accompagner. Si vous avez des questions là-dessus, on peut vous aider. Mais ouais, c'est dommage. Ouais, puis il y a tout un continuum en fait sur la partie formation. Effectivement, il y a les formations où tu fais appel à un organisme de formation, mais il y a aussi la partie veille, avoir le temps en fait. Enfin, c'est rare, hein, mais les entreprises qui puissent donner le temps à leurs salariés de pouvoir faire une veille un peu approfondie en testant des technos, en pouvant, on va dire, creuser un petit peu plus les choses. Et en fait, bah voilà, faut voir si l'entreprise voit si c'est profitable pour elle à long terme, mais normalement ça l'est parce que tout bouge nous en tant que développeurs, donc c'est capital voilà de pouvoir se mettre à niveau régulièrement quoi. Je note aussi qu'il y a un tiers des gens qui n'aiment pas le sujet sur lequel ils travaillent. J'imagine que c'est ça le point 3, work Ouais. content. Hmm. C'est quand même. Je sais pas bien le détail, je serais curieux de Ouais, voir c'est ce que ça, c'est. une tâche non intéressante qui ne correspond pas au boulot ou pas très, où on s'ennuie un peu. Voilà. Bon courage à vous. Voilà, donc ensuite on rejoint un peu les problèmes qui ont été évoqués précédemment. Maintenant, on rentre un peu plus dans la tech, c'est-à-dire développeur, ok, mais développeur quoi finalement? Donc on a des statistiques un peu sur ce que vous utilisez en fait en termes de technologie au quotidien. Donc le match Apple Android, bah c'est pas aujourd'hui qu'on va le résoudre parce qu'on a 53% d'Android et 47% d'iOS et 35 personnes qui n'ont pas de smartphone. Félicitations aux rebelles de la technologie. Donc on passe sur les technologies, notamment les technologies qui sont utilisées au quotidien par les développeurs. Donc si on attaque par l'objet qui est toujours dans votre poche, c'est-à-dire le smartphone, en fait, on ne va pas conclure aujourd'hui sur la guerre entre Apple et Android, puisqu'on a 47% de répondants qui utilisent iOS et 53% qui utilisent Android. Et je rappelle en statistique, quand on a 3000 répondants, 4000 répondants et qu'on a un écart aussi faible
de 6%. Non, ça n'est pas concluant. Vous pouvez pas justifier ça à 6% près. Désolé, ça marche pas. Donc, vous êtes tous bienvenus, utilisateurs d'Apple et utilisateurs d'Android. On n'a pas mis la corrélation au salaire. Il faut le voir. À quel point ils sont heureux dans leur vie. Ou... Voilà, des choses comme ça. On verra. Je vous laisse croiser. Il y a des croisements à faire. On vous laisse faire les stats, il y a des croisements barres à faire. Il y a un query builder qui vous permet de comparer ça, en fait, de comparer à différentes variables, par exemple le nombre d'enfants ou est-ce que vous avez pu vous acheter le dernier iPhone. Vous pouvez construire des petits graphes comme ça. Voilà. Non, c'est pas concluant, ça n'a rien changé. Et donc, il y a 35 répondants qui n'ont pas de smartphone, donc salut à vous qui nous regardez probablement depuis un ordinateur, j'en déduis. Alors, peut-être que vous faites tout sur tablette. Ah, des stats plus concluantes. Vous êtes quand même 57% d'utilisateurs de Mac, 28% Windows et seulement 15% Linux. Donc, je vous précise que j'enregistre tout ça depuis Ubuntu. En fait, non, parce qu'on a eu des bugs, donc je suis repassé sous Windows. Mince. Bon, je suis un peu déçu quand même de Linux, enfin de la statistique. 15% de répondants. Moi, je reste très content de mon Ubuntu. Même si voilà, j'ai quand même une hésitation sur les Mac, notamment en lien avec l'IA et le meilleur support matériel de l'intelligence artificielle générative en local. Et on a Windows. Windows, je pense quand même qu'il faut parler de la remontée de cet OS depuis l'introduction d'outils comme le WSL qui vous permet d'avoir un Linux dans le Windows sans faire une machine virtuelle. Donc ça, c'est quand même très pratique. Ça nous facilite aussi l'apprentissage parce que souvent, en tant que développeur, on a quand même beaucoup de contextes. On travaille sous Linux ou sous Mac, donc sous des commandes Unix. Mais quand on débute en programmation, on vient plutôt de Windows en fait parce qu'on a un utilisateur non programmeur très souvent. Donc je suis content d'avoir vu beaucoup d'outils pour développeurs évoluer positivement chez Microsoft en fait et remonter un peu la qualité de l'expérience sous Windows. Donc je pense qu'on a quand même globalement 3 OS qui sont de qualité quand on est développeur. Voilà, en termes de langage, bon bah ça explique un peu les biais de l'enquête. Beaucoup de répondants nous viennent des State of JS, State of CSS. Donc on a quand même 83% de répondants qui sont développeurs JavaScript et seulement 31% qui sont développeurs Python, alors qu'a priori, c'est les 2 langages de programmation les plus parlés au monde, avec des niveaux d'utilisation à peu près équivalents de ce que j'ai en tête. Et je vois que tu peux savoir quels sont ceux qui rapportent le plus. Ouais, si tu le remets par rapport au salaire, il y a 3 développeurs Clojure qui se sont perdus et qui gagnent 125 000 $ par an. Il y a le dernier développeur Helm au monde qui gagne 125 000 $ par an aussi. Non, Ruby, c'est assez impressionnant pour un langage script. Alors, il y a beaucoup de variabilité. On a une chandelle qui va assez large, en fait, qui va de 70 000 à 175 000. Ensuite, Scala, ça c'est attendu. C'est un langage quand même pour la haute performance sur de l'analyse de données, typiquement, donc quand même sur des profils assez coûteux. Elixir. On a des devs Bash aussi qui sont bien rémunérés du fait de savoir coder en Bash. Bon, ça, c'est le top 6, on va dire. C#, Go, Haskell, Java. C'est quand même des gros langages compilés en termes de salaire. Et en fait, JavaScript se retrouve 27e quand on fait cette stat. C'est le plus parlé, mais c'est le moins payé, a priori. J'imagine qu'il peut, JavaScript, vu que il y a beaucoup de développeurs JavaScript dans l'enquête, il y a beaucoup d'hétérogénéité et que c'est très très large entre ceux qui font un tout petit peu de JavaScript custom côté front et ceux qui font vraiment des grosses applis, quoi. Ouais, effectivement. Mais tu plafonnes à 125 000 alors que ça peut être la médiane sur d'autres langages, quoi. Ah oui. Et que pour beaucoup avoir fréquenté le milieu Ruby, on voyait vraiment une différence avec d'autres milieux. Où en fait, par exemple, PHP, où c'est enseigné dans des écoles, et en fait, tu as vraiment une énorme différence entre les débutants et les experts. En fait, tu as vraiment tout niveau dans ces communautés-là. Et on voyait que tu fais rarement un peu de Ruby par hasard, tu l'apprends pas à l'école. Et en fait, on avait beaucoup moins de débutants, parce que c'était souvent des gens qui avaient quelques années dans un autre langage, qui s'y formaient. Et en fait, tout de suite, on voit dans le top du classement, c'est des langages parfois un peu moins accueillants que d'autres. Et du coup, c'est un peu plus difficile à rentrer. Si c'est plus difficile à rentrer ou moins connu, du coup, tu te retrouves souvent avec des gens peut-être qui ont un peu un meilleur niveau, ou qui sont plus recherchés, et du coup, qui sont peut-être plus favorables pour le marché. Ouais.
Ouais, effectivement, tu as une médiane de niveau d'expérience qui est plus Ruby, qui le classe assez bien. Donc, effectivement, l'expérience explique aussi un peu ça. C'est bien le cas particulier de ColdFusion tout en haut, où en fait, c'est probablement qu'il n'y a plus personne qui en fait depuis longtemps et il y a juste les anciens qui maintiennent les amplis, ou un peu pareil pour Oui, Perl, c'est assez on voit rigolo. 27 ans. ColdFusion, c'est marqué 27 ans en médiane sur l'expérience. Du coup, c'est vraiment des personnes qui codent depuis très longtemps. Ouais, parce que celui qui a fait depuis le moins longtemps, ça fait 20 ans qu'il en fait. Ah oui. Et bon, c'est sur très peu de nombres, voilà, c'est pas significatif, et je trouvais ça marrant. Ouais, c'est les 10%, on va dire. On élimine les cas vraiment particuliers, mais ouais. Bon, après, on a 11 répondants en code fusion. Je vous dis bonjour individuellement, parce que comme vous êtes 11, on peut serrer la main. Voilà, c'est pas forcément représentatif. Investissez tout dans code fusion, c'est l'avenir de votre carrière. Voilà, on vous laisse regarder si ces gens sont heureux, creuser les stats, et Voilà, niveau application de productivité, donc Jira, Notion, GitHub Project sont les 3 premiers. Je sais pas si c'est une section productivité ou assassinat de la productivité, parce que j'ai jamais vu un développeur qui m'a dit c'est trop bien Jira, ça me fait gagner une blinde de temps. C'est plutôt ouais, je suis obligé de remplir mon ticket parce que malheureusement je dois quand même expliquer parfois ce que je fais derrière mon écran. Mais voilà, on est sur ces outils-là. Donc Jira, qui est quand même la grosse solution d'entreprise ultra complète, quoi. Hein, donc je suis pas étonné de le voir en grand nombre ici. Et Notion qui s'est quand même beaucoup imposé. On retrouve Trello plutôt en petite et linéaire, que je ne connaissais pas en petite entreprise, en fait, si on recroise ça par rapport à la taille de l'entreprise. Voilà, niveau messagerie, vous utilisez principalement Slack, un peu de WhatsApp, un peu de Discord entre deux parties de Call of Duty en réseau, beaucoup de Teams, hein, de solutions Microsoft. Ensuite, Signal et Telegram, peut-être si vous bossez sur du code ultra confidentiel. Et on a quelques utilisateurs de Google Chat. Je précise que Skype n'existe plus depuis ce printemps. Donc vous ne pouvez pas utiliser Skype. Et vraiment, en 15e, Google Meet. Bon, après, c'est pas étonnant, parce que c'est des solutions qui sont plus des solutions de visio, typiquement, comme Zoom aussi. Donc Slack est a priori le plus populaire pour le travail en entreprise entre devs. Alors, niveau réseaux sociaux, il semblerait que les développeurs apprécient, comme tout le monde, partager des photos de leur repas au restaurant. Vous êtes 44% à utiliser régulièrement Instagram en tant que développeur. Je ne sais pas pour quel usage, j'en déduis perso, mais quoi qu'il y a peut-être des devs sur Instagram, hein, on voit toujours des gens qui innovent sur les contenus en partageant du code ou des choses comme ça. ouais, puis la question ne précise pas que c'est pour un usage professionnel, si je comprends Ouais. bien. Voilà. Donc pour le petit chiffre, il y a une comparaison avec l'âge aussi qui est assez amusante. Donc Sacha nous dit que les gens qui utilisent Mastodon et Blue Sky sont les plus prompts à avoir des problèmes de dos et devraient faire attention à leur lombaire. Ça vous rajeunit pas. Et comme entendu, bon, sur TikTok, on a quand même des plus jeunes. Bon, on a LinkedIn hein, qui vient en deuxième avec 44%, 41% de Reddit, et on a Blue Sky qui passe de justesse devant Twitter avec 27% de répondants sur Blue Sky, 26% de répondants sur Twitter. Ça vient aussi de la communication, de la façon dont on diffuse l'enquête, mais on est quand même assez content que ce réseau décentralisé, dont je vous invite vraiment à découvrir la technologie. Blue Sky documente en fait tout son protocole. J'avais creusé un peu comment il explique. C'est centralisé, décentralisé, et moi j'ai apprécié en tout cas à titre personnel le compromis entre j'ai juste un compte et je me connecte, ce qui est un peu difficile sur Mastodon, et en même temps je suis pas pieds et poings liés en fait avec une seule société, parce que en cas de crise, il est possible de reprendre en fait en partie le protocole de Blue Sky pour créer ses propres solutions de filtrage, ses propres bots par exemple, et ses propres flux de messages. Donc sur le plan technique, c'est quand même assez intéressant en fait pour les développeurs. Surtout quand on vient du JavaScript, hein. Vous savez que Dan Abramov, qui est un des créateurs de React, est un employé de Blue Sky, donc a fait un gros travail sur la qualité de l'interface. Donc ça, voilà, c'est une stat qui me fait plaisir.
Et je vous invite à mettre ça en rapport avec les dernières frasques de l'intelligence artificielle Grok qui fonctionne sans filtrage et qui est une bénédiction pour favoriser justement les régulations. C'est la preuve de ce que ça peut donner quand on n'en a pas. Donc voilà, c'est la stat qui fait du bien. Ça montre aussi, je trouve, toute la difficulté de communiquer en tant que développeur. C'est que nous, il y a 10 ans, Twitter était le canal principal. Et si tu étais dev et que tu communiquais que sur Twitter, c'était très bien en fait. Ça faisait vraiment 90% du taf. Et là, on voit aujourd'hui que c'est compliqué. C'est que la communauté est vraiment répartie. C'est pas les mêmes gens. On voit qu'il y a un peu plus de monde sur LinkedIn, mais c'est plus un par défaut, j'ai l'impression, parce que le format colle pas toujours très bien. Les gens, enfin, je sais pas, autour de moi, c'est pas d'un inquiète, mais je vois que les gens autour de moi trouvent que le contenu lu sur LinkedIn est souvent moins agréable peut-être qu'ailleurs. C'est aussi mon expérience personnelle. Et pour autant, la plupart des gens sont là par défaut un peu. Et c'est vrai que ce marché met du mal à se stabiliser sur un acteur principal, les communautés disparates. On voit qu'il y a des bouts de communauté, typiquement l'open source, qui va être beaucoup plus sur Mastodon par exemple, et qu'on va pas retrouver ailleurs. Et c'est vraiment compliqué quand on est dev et qu'on veut partager l'information, ou typiquement nous, sur Human Codeur, on voit qu'on a du mal à savoir où axer notre com, et c'est pas même tout à fait la même. C'est que suivant les réseaux, il faut adapter. Et voilà, c'est assez dur, je trouve, en tant que développeur de communiquer aujourd'hui, et ça le prouve avec ça, ouais. Ouais, complètement. Donc privilégier LinkedIn quand même, je pense, encore un canal par défaut, c'est quand même celui qui ressort. Je pense qu'il y a Instagram et Reddit, mais je pense que c'est plutôt en consultation, pas forcément un usage pro. Et j'ai l'impression que LinkedIn est probablement le premier pro qui ressort. Ouais, complètement. Et il y a encore des flux RSS, hein. Si ça existe encore, c'est même très bien. Voilà, ensuite il y a les canaux d'engagement, ça c'est plutôt à destination peut-être des développeurs qui sont vraiment créateurs de contenu. Voilà, alors je sais pas comment était formulée la question. Voilà, par quels moyens restez-vous impliqués dans la communauté des développeurs? En fait, on a beaucoup de gens qui créent des vidéos sur YouTube en majorité, et ensuite on a beaucoup de réseaux sociaux et de plateformes en ligne, GitHub, etc. Ensuite, les newsletters, les podcasts, les conférences, les meet-up locaux quand même avec 16%. À Montpellier, on a un écosystème qui est complètement dingue, hyper actif, qui a été très ralenti pendant le Covid, mais qui a repris complètement. On ne sait plus où donner de la tête en ce moment. Donc ça fait plaisir aussi. C'est vraiment, même si vous êtes timide, j'ai parfois des retours comme ça. En fait, ça peut être assez difficile d'aller à ce type d'événement en personne. Surtout la première fois, en fait, quand on connaît personne, on a l'impression que tout le monde se connaît d'avance. En fait, pas du tout. On essaie d'être, les gens qui organisent essaient d'être aussi accueillants que possible. Donc, je vous invite vraiment à tenter le coup des meet-up locaux. Et si ça vous fait peur, de le surmonter et d'essayer de venir. Je pense que vous serez rassurés, que globalement, vous en partirez avec une expérience plutôt positive. Que l'inverse, c'est vraiment un format qui est très agréable et qui fonctionne bien. Ouais, et puis je trouve que vous êtes obligé de parler à personne, et c'est totalement ok de venir, de parler à personne et de repartir à la fin. Personne s'en apercevra et c'est pas grave. Une petite astuce aussi, ça peut être de contacter des gens ou des organes et dire je suis pas très à l'aise, que vous soyez speaker ou juste participant. En fait, c'est des petits groupes, donc souvent les gens voudront que vous soyez bien accueillis, et peut-être qu'ils vous diront rejoins-moi là quand t'arrives, et je te présente du monde, et ça vous facilite l'entrée, ou peut-être les contacter en off, ça peut aider. Mais ouais, pareil, c'est très très bonne idée d'aller sur des meet-up. Moi j'ai toujours passé un bon moment sur les meet-up locaux. Ça fait plaisir, je trouve aussi, de sortir aussi de la bulle qu'on a au quotidien, d'être des collègues avec qui on travaille. Parce que du coup, des fois, si on reste trop entre collègues, on a une vision aussi déformée de la réalité, du code, des outils utilisés. Enfin, je sais que moi, à chaque fois que j'ai pu parler dans des meet-up ou avec d'autres devs, d'autres sociétés, c'était ultra intéressant de voir, ah oui, d'accord, vous vous mettez sur tel outil pour telle raison. C'est toujours très, très intéressant. Voilà, ensuite, au niveau des contributions plutôt interdéveloppeurs, on a dans l'ordre les formats préférés, c'est la réponse à une question ou un problème, typiquement sur un forum en ligne, un Stack Overflow. On a quand même beaucoup de contributions open source, 33%. Je pense qu'ils peuvent prendre différentes formes, hein. Vous savez, sur un projet open source, on pense toujours à faire un commit, avoir un petit point vert sur GitHub et on est content. Il faut vraiment inclure là-dedans, écrire par exemple un bon ticket de bug, vraiment prendre le temps
essayer de faire une reproduction locale. Ça peut être chronophage, mais c'est une contribution qui est tout aussi valorisante et extrêmement utile au projet. Donc je pense qu'elles peuvent être de toute nature. Et ensuite, on a la partie, justement, aller à un meet-up et la troisième, avec 30% des répondants, c'est la troisième contribution à l'écosystème qui ressort. Et ensuite, on arrive sur de la création de contenu, création de talks, qui sont quand même plus rares. Mais rien que cette participation active à un meet-up ou une conférence, c'est super pour l'écosystème. Donc, c'est cool de voir ça dans les 3 premières réponses. On a quand même environ 50% des répondants qui ont contribué à l'open source. Et ensuite, on a des statistiques aussi qui vont de l'utilisation, on va dire, à la création d'un projet. Donc, on a une échelle assez linéaire. Hein. On commence par utiliser, puis on a une petite proportion qui va soumettre un ticket de bug, hein, qui, encore une fois, vraiment une contribution pertinente et utile. Ensuite, qui contribuent au code. Ensuite, qui mettent un peu d'argent dans le projet. Et enfin, qui ont maintenu ou contribué à un projet open source. Et ça fait encore 27% des répondants, hein, plus de 2000 personnes sur 7000, près de 8000 qui ont répondu à la question. C'est quand même assez cool. Alors, on n'a pas le nombre d'étoiles sur GitHub. Mais lancez-vous. Pas grave, il faut essayer. Voilà, on a une interview, encore une fois, que je vous invite à lire sur justement les gens qui vont entrer dans le métier, les nouveaux développeurs et les nouvelles développeuses. Voilà, je vous invite vraiment à explorer ces interviews. Ensuite, sur la question de la santé, voilà, on a des questions un peu alors qu'on met de toute façon dans toutes les enquêtes, hein, pour avoir des statistiques sur ces sujets-là qui sont importants. Mais on a des statistiques descriptives sur les situations de handicap visibles ou invisibles qui peuvent être subies par les répondants. On a notamment 31% de problèmes, de difficultés d'ordre de la santé mentale, donc qui sont effectivement des choses qui ne sont pas forcément visibles, un peu complexes à gérer en entreprise. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas seul et pour les entreprises, ce sont des choses à vraiment prendre en compte. Au niveau physique, on a aussi beaucoup de difficultés visuelles, d'audition, de mobilité, donc qui peuvent être aussi abordées avec des solutions technologiques. Moi, je suis assez content de voir se développer la saisie vocale, par exemple. On a encore peu de solutions sous Linux de qualité pour faire une saisie vocale. En tout cas, j'ai du mal à en trouver des choses qui marchent de façon vraiment systématique, facile à installer. Et c'est bien dommage parce que je suis quand même content de voir ça apparaître un peu partout grâce à la capacité de transcription de l'intelligence artificielle. Ça, je trouve que ça va revaloriser en tout cas un autre mode de consommation et ouvrir la voie à d'autres façons de dialoguer avec son ordinateur, et ça, c'est cool. Ensuite, on a des problèmes de santé. Les développeurs, vous dormez assez mal, vous avez probablement des problèmes de sédentarité, donc de poids. Ensuite, on a les problèmes de santé plutôt mentale qui viennent en troisième. Et vous avez mal au dos en quatrième à 28%. Je compatis. Je pense à mes lombaires à chaque fois. Voilà, donc ça reste quand même des problèmes prégnants. On a plus d'un tiers de répondants, en gros, pour chacun de ces problèmes quand même. Le sommeil, alors je sais pas, je serais curieux de voir par rapport au reste de la population ces stats, est-ce que c'est au-dessus ou pas, mais 42% de mauvais sommeil, je trouve ça incroyable quand même. Ouais, on peut accuser les écrans. Hein. Si on le fait en lien avec des problèmes, hein, c'est écran, sédentarité. C'est assez mortel. On sous-estime l'effet parce qu'il est de long terme. Hein. On n'est pas ouvrier, c'est-à-dire qu'on s'abîme pas les muscles physiquement et de façon palpable si on fait des mauvais gestes au travail. Néanmoins, on est confronté à des problèmes plutôt de long terme, c'est-à-dire que si vous tenez mal pendant 20 ans, vous aurez pas mal à 30 ans, vous aurez mal à 50 ans en fait. Donc voilà, alors je ne veux pas rentrer dans une optique culpabilisante, mais je fais juste un peu de pub pour les solutions qui peuvent aider, peut-être pour y penser, vous renseigner là-dessus. Faire un peu de travail debout, par exemple, une certaine quantité dans la journée, c'est quelque chose d'assez positif. Si c'est une partie de la journée, c'est de trouver un spot, un stand-up desk, où vous pouvez varier un peu ce format-là. Et voilà, prendre soin de vous, faire ne serait-ce que de la marche, hein, pas forcément du sport actif, mais marcher pour casser en fait un peu ces problèmes de sédentarité, de morale, autant que possible. Encore une fois, en sachant que c'est pas toujours facile, mais c'est quand même important pour être bien dans sa peau.
Donc voilà, et on a un détail ensuite un peu dans la suite de l'enquête que je vous inviterai à regarder en détail, mais quand même sur le sommeil qui est beaucoup ressorti comme une problématique, hein, et aussi quelques stratégies pour éviter, pour réduire ces problèmes, par exemple avoir des heures un peu, avoir une certaine régularité, un rituel pour dormir. Mettre des rideaux pour pas avoir le soleil dans les yeux. Bon, ça c'est assez factuel, mais pensez-y. Si vous mettez la musique à fond, que vous activez votre réveil et que vous dormez en plein jour avec la lumière allumée, vous dormez moins bien. Après, source State of Devs. Ouais. Voilà, faites vos propres recherches, c'est le ressenti des gens. Voilà. Bon, alors là, on rentre carrément dans le controversé prise de risque, mais voilà, la vision du monde, qui est un sujet qu'on met un peu sous le tapis dans le contexte professionnel, pour des bonnes raisons, hein, je pense que c'est plutôt sain, mais qui néanmoins ne cesse pas d'exister pour autant, ne cesse pas d'exister dans les pensées qu'on peut avoir, dans la façon dont on aborde le monde, et qui, in fine, finit par avoir un impact quand même sur notre vie en tant que développeur, en tant que professionnel. On a 71% des répondants américains qui sont inquiets de la montée de l'autorité, des régimes autoritaires, qui sont quand même inquiets de cette problématique. Donc voilà, on a un peu des statistiques sur nos répondants qui sont intéressants de croiser par âge, éventuellement, par pays, pour avoir un peu... on a eu beaucoup de répondants, donc c'est assez intéressant, hein, sur 7500 répondants environ sur cette question. Donc le top 1 qui revient, ça reste quand même le changement climatique, 57% des répondants. Et ensuite la montée des régimes autoritaires, 55%, et 43% sur les tensions géopolitiques globales, quoi. Donc on est quand même affecté par ces problématiques extérieures et globales. Je vous rassure, l'intelligence artificielle ne finit que 6e. On a des problèmes, avant d'aller sur ces problèmes artificiels, on a beaucoup de problèmes tout simplement humains et environnementaux, hein, qui restent des constantes aussi dans notre J'ai pu environnement. voir que tu pouvais avoir les stats pour la France. Alors pour la C'est curieux de voir France, si ouais. ça changeait. Tu vois, est-ce qu'on craint l'autoritarisme en France aussi Alors vous les Français, nous les Français, on est très concernés quand même par le changement climatique, hein, par rapport aux autres pays. On ressort avec 28%, hein, c'est un des pays où c'est le plus fort. On est à 18% sur l'autoritarisme, 17% sur les tensions géopolitiques, hein. On est assez quand même frappé par ces tensions. Donc on croise par exemple avec la Pologne à 24%, hein, donc c'est quand même très lié forcément au contexte européen. Là, je suis sur les pays européens. Voilà, et ensuite en 4e, montée de l'intolérance, 12%. Donc le changement climatique est le gros point qui ressort en France. Voilà, ensuite on revient, qui sont encore, c'est un peu une redite de tout ce qui est lié à la carrière et au métier, mais approché de façon globale. Quels sont les facteurs de bien-être, hein. Le top 1, c'est un peu, c'est la bonne santé, c'est un peu un classique, hein. Tant qu'on est en bonne santé, ça reste vrai d'après les développeurs. La famille, les loisirs, les relations avec les autres. Donc voilà, ça... C'est génial, ça. C'est quasi philosophique. Enfin, c'est incroyable comme stat. Ça casse un peu l'image, technico, un peu individualiste, un peu timide, un peu dans son coin du développeur. Non, les aspirations sont très proches de ce que je pense être les aspirations de la plupart des gens dans leur vie. Donc globalement, quand même, les hobbies rendent plus heureux que les relations romantiques. Ouais, On peut le dire maintenant. vous êtes quand même tourné sur les loisirs, hein, 40% versus 30%. Le bonheur est dans une bonne paire de chaussures de randonnée. C'est en lien avec les 10% qui ont souhaité nous préciser qu'ils étaient divorcés, hein. C'est peut-être lié à ça. Possible, Bon. très possible. Ouais, vous êtes un petit millier à vouloir aller au Japon. C'est à cause de Sacha qui vous a fait la pub pour les expats au Japon. Bon, je sais que Camille, tu étais au Japon récemment. Il y a cet attrait pour une culture formidable quand même. En vacances. Là, c'est pour travailler ou c'est destination de vacances? Ah, ils veulent non, se c'est vraiment pour barrer, aller ils travailler. veulent aller au Japon et ne plus jamais remanger les sushis de supermarché, quoi, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Bon, j'imagine que travailler au Japon, ça doit être une culture très différente et pas forcément évidente.
enfin, sauf si on bosse à distance pour une boîte européenne ou américaine, mais pour une boîte japonaise, ça doit pas être simple. C'est une culture qui est quand même marquée au niveau professionnel. J'invite tout un chacun à lire Stupeur et Tremblement, qui est caricatural, hein, d'Amélie Nothomb, qui est pas mal sur le sujet, qui est forcément un peu excessif. C'est un roman, mais oui, il y a une culture professionnelle. Je pense que ça relève plus du souhait. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait en vrai ou qu'on fait définitivement, surtout? Pas forcément, mais bon, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a en général plus de 10 à 15% des répondants qui seraient intéressés par, en tout cas, une expérience dans un autre pays. Donc, cette volonté de découvrir aussi autre chose. Faut voir aussi que la France n'apparaît pas dans le top 10. Alors peut-être parce que la France est un peu surreprésentée dans les répondants. Ouais, moi j'ai l'impression que cette liste, elle ressort quand même, elle fait ressortir quand même une influence culturelle de ces pays. C'est-à-dire que le Japon est quand même très connu pour une culture très développée, très particulière. On a le Canada aussi, on a un pays qui est anglophone aussi et francophone, donc qui peut être intéressant pour varier. Donc peut-être voilà, je sais pas. Je pense qu'il faudrait le croiser avec des choses un peu plus complexes en fait sur la perception qu'on a du travail et du quotidien dans ces pays typiquement. Il y a quand même l'Espagne en troisième avec 15%. On a envie de soleil peut-être. Voilà. Et donc effectivement en France on est 13e avec 7%. Il y a plus de gens qui veulent aller en Suisse qu'en France, quoi. Ouais, mais par exemple, tu as un pays où on parle 4 langues. Donc, il y a aussi une facilité de relocalisation qui est peut-être un peu différente. C'est-à-dire que les Français vont vouloir aller à Genève, mais les Allemands peuvent aller à Zurich, etc., etc. Donc, tu as aussi ces dimensions de langage. Je pense qu'il faut le croiser avec pas mal de facteurs. L'Allemagne, les Allemands sont connus pour parler un peu mieux anglais que nous, par exemple. C'est un peu plus facile au quotidien. Il y a quand même des aspects comme ça, je pense. Et les Espagnols, pas tant. Enfin, ils sont meilleurs en anglais que nous. Non, c'est le soleil. Ah ouais, c'est vraiment le soleil, je pense. C'est le soleil. Mais il y a les et après les UK, mais ils parlent anglais, du coup, il y a moins de soleil quand même. Mais ok, intéressant. Ouais, je pense qu'il faudrait l'étudier comme ça. Donc voilà, il y a une petite pub pour Tokyo Dev. Sacha gère aussi une enquête spécifique justement au travail au Japon. Donc ça peut être une enquête à découvrir si vous vous posez cette question. C'est quoi être un développeur spécifiquement au Japon, qui coïncide du coup un peu avec cette volonté de se relocaliser. Donc ça c'est intéressant. Et donc on retrouve une stat de bonheur qui revient. Donc globalement vous êtes toujours content dans cette section. Voilà, on a encore un troisième témoignage. À nouveau, je vous invite vraiment à aller lire sur le site de l'enquête State of Devs. On rentre un peu plus dans du fun. En termes de hobby, vous êtes des joueurs de jeux vidéo, hein, vous aimez bien les trucs qui se programment. Et si vous êtes plus âgé, vous aimez bien les films. Et si vous êtes très âgé, comme moi, vous préférez lire. Non, bon, alors, je sais pas, ça traduit pas forcément l'âge. Il y a quand même aussi beaucoup de loisirs créatifs. Donc on a 61% de répondants qui ont pour hobby des jeux vidéo, donc 4500 répondants. Ensuite, on a les films, la télé, et ensuite la lecture. Et après le sport, la musique, on va dire, pour notre top 5. Et jouer de la musique. Et jouer de la musique. Et écouter de la musique vient... non, il est pas spécifié. Je sais pas où il est. Ah, à moins que play music, c'est jouer de la musique. Ok, ouais. Ouais, vous êtes quand même... il y a 3 loisirs, évidemment, un peu de consommation, mais mine de rien, sport, musique, cuisine qui reviennent en 4, 5, 6. On est sur des loisirs un peu actifs, créatifs à côté. Toujours fasciné quand je me dirige vers une passion qui me paraît originale au moment où j'ai l'idée, de voir que quand je vais dans un groupe qui en fait, il y a que des devs et ça m'énerve. Le nombre de fois où ça m'est arrivé. Je vais faire du théâtre d'impro, je me dis théâtre d'impro quand même, c'est pas un truc de dev. On était la moitié de dev. Je me suis mis aux échecs. Bon, c'était plus facile à deviner, mais plein de dev. Et j'adore ce truc-là où je vois quand même que ma formation de dev ou le profil que j'ai m'amène à avoir les mêmes idées que les autres. Et c'est un peu frustrant. À chaque fois, je me crois original. En fait, pas tant. Je vis un peu la même chose. Et le pire, c'est de découvrir que en 10e, on a quand même le jardinage. Donc tu pensais aller jardiner, ne pas croiser de développeurs, et là tu te retrouves avec toute ton équipe, tous tes collègues, quoi. Non, je comprends le ressenti. On n'est pas si original qu'on le croit, mais en fait on aime bien les hobbies, et je pense que les loisirs créatifs, on est quand même dans un métier créatif in fine. Donc du coup intuitivement on se retrouve un peu tous ensemble là-dessus. C'est pas le sens que ça, mais je vois que comme tu as ouvert le truc, on voit que la programmation
est considéré comme un hobby par assez peu de gens. Alors, je sais pas comment c'était présenté, mais il y a que 2% qui considèrent la programmation comme un hobby. Ouais, hein, je pense développeurs qui font ça le week-end ou le soir sur des projets perso, ça reste un peu plus rare, effectivement. Je m'attendais vraiment à que ce soit beaucoup plus haut. Pour le coup, ça m'étonne beaucoup. C'est quoi le petit symbole en fait avec le crayon à côté de programming? Est-ce que c'est pas une Ah, c'est que ça y était pas proposition? dedans. Ah Ouais, oui, voilà, Ça, c'est et des peut-être gens que qui l'ont c'est entendu. ça peut être un biais du coup. Ok. ça. Ouais, typiquement, quand on a beaucoup de freeform comme ça l'année suivante, revenez en 2026, il sera peut-être mis dans les questions pour voir si ça ressort en fait un peu plus quand on le met dans les champs. Voilà, niveau activité physique, quand vous faites du sport, vous êtes plutôt des randonneurs, mais vous faites aussi un peu de musculation, de course à pied, de vélo et de yoga. Donc voilà, des sports a priori quand même beaucoup soit de sport d'extérieur, soit de sport, je sais pas comment le formuler, mais de bien-être personnel, on va dire, d'amélioration personnelle qui ressortent. Et individuel. Ouais, c'est assez individuel. Ouais. Tu peux courir à plusieurs, mais Ah oui. tu sens quand même le truc un peu individuel. Ah oui, la rando, enfin oui, c'est des sports où tu fais avec d'autres, mais c'est pas le foot ou un Ouais, les petit peu sports co foot. arrivent beaucoup, beaucoup plus bas, ouais. Ouais, clairement. Vous êtes quand même 134 golfeurs. La musique préférée, bon, ouais, c'est des trucs un peu plus pour se marrer. L'âge médian des développeurs qui écoutent Pink Floyd est de 47 ans, si vous aviez un doute. Alors, le top 1, je sais pas comment Sacha a fait la question. Non, il y avait un freeform, mais peut-être ouais, il y avait un freeform multiple, donc c'est les gens qui l'ont tapé. Et il y a eu, je sais pas, une invasion des fans de Linkin Park, quoi. C'est Linkin Park, la musique la plus écoutée par les développeurs aujourd'hui. Je suis assez scotché quand même. Taylor Swift en deuxième. Et après Kendrick Lamar, Chappell Roan, je connais pas. Lady Gaga dans le top 5. Donc voilà, vous saurez quoi Assez écouter varié pour quand même. Hein. plusieurs des Ok. développeurs. Je pense qu'il faut le mettre en relation avec l'âge parce que j'ai l'impression de voir la moitié de ma playlist qui n'a pas bougé, qui s'est arrêtée à peu près en 2010 en fait. Ouais, on voit qu'il y a des générations de musique. Ouais, est-ce que Ouais. les gens plus âgés vont quand même vers la musique plus nouvelle du coup, on pourra le savoir en un sur âge, mais ouais, c'est vrai. Ouais, t'as des variations quand même. Ouais, clairement. Ouais. Bon voilà, si vous êtes spécifiquement dans l'industrie musicale à destination des développeurs, vous avez un graphe qui vous servira beaucoup. Niveau film, vous êtes plutôt sur des films récents. On a Dune qui ressort en gros en top 1, et puis après c'est un peu plus séparé. Voilà, en gros il y a Dune si vous voulez mettre tout le monde d'accord, et puis après il y a tout un tas de films. J'ai l'impression quand même beaucoup de science-fiction ou qui parlent de scientifiques comme Oppenheimer, Interstellar. J'ai l'impression de ne pas être très original parce que je suis un grand fan de Dune et voilà. Bon T'es pas tout seul. Voilà, au niveau des séries, alors il y a Sévrance, on m'en a dit du bien. Faudrait peut-être que je m'y mette du coup parce que là, elle est clairement celle qui cartonne chez les développeurs. Je suis un grand fan de Sévérance aussi. Ok. Il y a eu un bon carton, Black Mirror, quand on aime bien un peu la science-fiction qui questionne. Hein, c'est souvent perturbant en fait, volontairement sur des technologies dont on abuse complètement quoi. Enfin, c'est-à-dire, on essaie d'imaginer les pires trucs qu'on peut faire avec. Enfin, j'ai trouvé ça pas mal à titre aussi un peu éducatif pour la réflexion. On a Adolescence aussi qui a quand même très bien marché, qui est une série extrêmement tourné sur la montée du masculinisme et de la façon dont les réseaux sociaux et donc quelque part aussi l'informatique qu'on produit nous est utilisée pour aller attaquer un peu le cerveau des plus jeunes, des plus fragiles pour se valoriser pour des raisons, des motifs qui concernent les influenceurs qui ont ces comportements. Mais voilà, ça c'est une série qui était quand même pas mal à regarder et assez intéressante. Niveau jeux vidéo, vous êtes des grands joueurs de Baldur's Gate 3 que je ne connais pas. Alors, ouais, effectivement. Et là, Sacha aussi a détaillé un peu ça par rapport à la corrélation entre le fait de jouer à Legend of Zelda ou à Minecraft, qui est évidemment plutôt lié à l'âge. C'est-à-dire, c'est une incidence en fait sur le salaire. C'est parce que si vous jouez à Minecraft, vous êtes peut-être un peu plus jeune, un peu plus sur des postes juniors que si vous êtes un ancien fan de Zelda. On peut le retrouver ensuite dans ces statistiques un petit peu. Quoi qu'on a une forte hétérogénéité sur Minecraft, mais il commence plus tôt en fait en termes d'âge. Je vous invite à aller chercher un peu l'article de Sacha là-dessus. C'est genre les jeux où c'est les plus vieux. Alors ça va être tout en bas. Tu sais que t'es vieux si tu joues à Legend of Zelda, Diablo 4. Les Mario Kart. Okay.
Mario Kart. Oh, ça, c'est étonnant, ouais. Ok. The Witcher 3, ok. Donc ouais, les Zelda, c'est un truc de vieux. Désolé. Donc, si vous voulez rester jeune, c'est plutôt Minecraft, LOL, Stardew Valley. C'est incroyable, Stardew Valley, parce que vraiment, c'est un truc pixel art. Ok, très marrant. Voilà, on l'a aussi par genre pour comparer sur ces statistiques. Vous êtes des joueurs de PC, pas étonnant. Vous restez sur votre outil de travail. Donc, ce qui justifie auprès de votre entreprise l'achat de ce GPU sur lequel la direction des budgets avait un peu de doute. On sait maintenant où c'est passé. Voilà, ensuite, c'est moins une section, c'est plus des métadonnées pour connaître un peu les réponses de l'enquête qui complètent la partie démographique, c'est-à-dire beaucoup de répondants anglophones quand même, ou qui parlent anglais, qui ont utilisé l'anglais pour répondre à l'enquête plutôt, qui n'ont pas eu recours à une traduction de l'enquête. Donc, c'est pas exactement la langue du répondant, mais ça donne quelques stats comme ça qui permettent de faire des analyses un peu plus poussées, savoir qui étaient les gens qui étaient connectés ou qui ont utilisé notre système anonyme. On n'est pas obligé de créer un compte pour répondre aux enquêtes. On a un système de login pour vous identifier sans email, si les réponses ont été prises sur mobile, etc. Donc ça, c'est plutôt à destination. Et on serait vraiment ravis d'avoir ce type de collaboration, de personnes qui sont plus dans la recherche et qui voudraient utiliser ces statistiques pour faire des études un peu plus poussées, pour aller traiter les problématiques qu'on évoque quand même dans cette enquête, qui peuvent être complexes, pour alimenter leurs réflexions, voire même dans des papiers de recherche. Ça pourrait être intéressant. On doit de l'argent à Josh Como qui nous envoie 7% des répondants, donc c'est très marqué en termes de communauté. Beaucoup de personnes qui ont connu l'enquête directement et pas mal de gens qui nous viennent d'autres enquêtes. Par exemple, la dernière, State of WebDev AI, State of JavaScript. Du snowball sampling, c'est-à-dire une personne a répondu, on l'invite à inviter des gens à répondre pour essayer de toucher des populations qui sont liées ou des communautés typiquement. Donc voilà, c'est un peu toutes les métadonnées sur les réponses, avec quelques pics de réponses sur une grosse journée et nos réponses au quotidien. Voilà, et on conclut sur une 4e interview. Encore une fois, j'insisterai jamais assez, on a vraiment eu des feedbacks ultra qualitatifs avec cette analyse par des freelances, par des développeurs, des développeuses aussi, je précise. Une certaine diversité dans les participations, donc ça c'est super cool. C'est pas juste une enquête statistique, c'est aussi un événement qui permet à la communauté de penser à elle, de réfléchir sur elle-même. Donc vraiment, j'apprécie beaucoup ces retours détaillés. Très bien, merci beaucoup pour avoir balayé toutes ces stats. Alors c'était très varié, j'étais en train de chercher une conclusion, mais du coup on a parlé de tellement de sujets différents, de la santé, de leur travail, des technos qu'ils utilisent, de trucs très futiles, et du coup c'est bien, ça donne un peu une idée du profil type des développeurs, de voir à quel point on est en marge ou pas, sur la santé, c'est super intéressant de voir que voilà, vous avez des problèmes de management dans votre équipe, vous n'êtes pas seul, ça arrive souvent. Le marché a l'air quand même plutôt bon, j'ai l'impression. C'est pas si dur dans la plupart des pays de trouver un boulot. Enfin, je connais quand même pas de gens autour de moi qui ont besoin d'envoyer plus de 4 candidatures pour trouver un job. Et donc, quand même, globalement, j'ai l'impression que c'est plutôt favorable. Les salaires, je sais pas, effectivement, il faudrait comparer à l'inflation, etc. Je sais pas à quel point les salaires sont bons par rapport à coût de la vie. Et puis les gens étaient quand même plutôt heureux. Ouais, c'était quand même la stat à retenir, je pense. Ouais. Vous êtes heureux, les devs. Et si vous l'êtes pas, a priori, les stats montrent que vous avez quand même des chances de pouvoir trouver un autre taf. Vous pourrez l'être, probablement. Donc, Et c'est vrai que je sais pas, stat par stat, en fait, les différences qu'il y aurait avec des personnes qui auraient d'autres professions. Mais c'est vrai que ouais, pour le côté être heureux dans son taf, c'est pas donné à tout le monde. Et on a vraiment cette chance, je pense, quand on est dev, même si c'est pas parfait, parce qu'on a vu les problèmes de santé qu'il pouvait y avoir derrière. Mais on est favorisé sur certains aspects, quoi. En tout cas, merci beaucoup. C'était super sympa. On avait enregistré il y a quelques mois, donc pareil, un long épisode sur State of AI, si ça vous intéresse. Donc, c'était vraiment spécifique à l'intelligence artificielle. On fera sûrement un article qui va résumer quelques stats importantes qu'on a dites pendant l'épisode. Et écoute, merci beaucoup Eric. On peut te retrouver donc en formation Next et Astro chez Event Coders, bien sûr. Et à très bientôt à vous deux. Et avec plaisir. Vraiment, Et à bientôt. Salut. Merci beaucoup, à bientôt.